Lorsque j'étais enfant, j'ai un jour demandé à ma mère : « Maman, est-ce que les fantômes existent ?» Je m'attendais à ce qu'elle me rassure, mais celle-ci l'a fait, à sa manière. « Oui, ma chérie, ils existent, mais ils ne nous veulent pas de mal, ne t'en fais pas. » Comme consolation, on pouvait faire mieux, vous avouerez. Ce que j'ignorais, c'est que 20 ans plus tard, ce serait ma mère qui viendrait me hanter, et me forcerait ainsi à abandonner ma vision matérialiste du monde pour une approche spirituelle de l'existence. Dans cet épisode, qui coïncide avec les fêtes d'Halloween, de la Toussaint et la fête des morts le 2 novembre, j'aimerais parler avec vous non seulement de fantômes, mais plus largement de la survie de l'âme au-delà du seuil de la mort. Bienvenue sur mon podcast intitulé « Un chemin vers l'âme ». Dans ce podcast, je partage mes expériences de vie entre deux mondes, l'Europe et la Russie en temps de guerre, mes réflexions sur le thème de la spiritualité et de l'exploration de soi. Début octobre, alors que je prenais une voiture de location dans une agence en Corse, la porte vitrée automatique s'est tout d'un coup mise à s'ouvrir et se fermer de manière intempestive, sans que personne ne semble l'activer. « Il y a un fantôme ?» a plaisanté l'employé de l'agence. « C'est aujourd'hui l'anniversaire de ma mère défunte », ai-je expliqué avec un sourire. « Ah, elle est en voyage avec vous », a-t-il répondu dans un éclat de rire. Une fois arrivé à notre location, c'est d'abord la clim, puis le lave-vaisselle qui se sont allumés tout seuls. J'ai souri. Maman fait des siennes une fois de plus. Après tout, on n'a pas tous les jours 75 ans. Et même si elle les fête de l'autre côté du rideau de l'éternité, elle sait que moi, je ne l'oublie pas. Ce soir-là, il y a eu un lever de lune magique sur la baie encore illuminée par les feux du couchant. Une pleine lune en Corse, la terre où, selon la légende familiale, mes parents m'ont jadis conçu. Avant que tout ne commence pour moi, les fantômes relevaient surtout du folklore. Peut-être que certaines âmes restaient bloquées sur Terre pour des raisons obscures, mais au fond il suffisait de se tenir loin des châteaux hantés et de ne pas trop regarder de films d'horreur pour ne pas avoir à s'en préoccuper. Quand ma mère est décédée, j'avais 27 ans. Cela faisait plus de 10 ans que je me décrivais comme agnostique, celle qui ne sait pas. Peut-être que Dieu existait, ou peut-être que non. Je n'avais aucun moyen de le savoir. Cette position était confortable, je n'avais besoin de me justifier auprès de personne ainsi. Le monde matériel me suffisait bien, pourquoi aurais-je été voir plus loin ? Voir ma mère partir sous mes yeux pour un autre monde a été un premier choc. On peut ne pas croire en Dieu, mais lorsque l'on voit l'âme d'un proche quitter son corps, difficile de croire que c'est la matière seule qui crée la conscience. En un instant, la lumière s'éteint et le corps cesse d'être habité par la vie. Si l'âme existe, où va-t-elle lorsqu'elle quitte le corps ? C'est l'un des grands mystères de notre existence. En l'occurrence, comme je l'ai compris plus tard, l'âme de ma mère n'est pas partie bien loin, mais a préféré rester ici-bas auprès de ses 2 filles. Tout a commencé 2 mois après sa mort, un soir où j'étais seule dans son appartement. J'étais sur mon ordinateur dans ma chambre, quand soudain j'ai entendu un bruit étrange en provenance de la cuisine. Le four s'allumait et s'éteignait, à n'en plus finir. J'ai voulu aller voir ce qui en retournait. Mais à peine ai-je passé le seuil qu'une sarabande infernale a commencé. Le four enchaînait les modes de cuisson à n'en plus finir, dans un concert de bip 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 qui n'en finissait pas. Pendant 30 longues minutes, je me suis battue avec la machine devenue folle pour l'arrêter. Enfin, cette valse endiablée a cessé, aussi soudainement qu'elle avait commencé. J'étais sonnée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Tout ce que je savais, c'est que le four m'avait appelée et qu'il avait réagi quand j'étais rentrée dans la pièce. Puis j'ai remisé cette histoire dans un coin de ma conscience, jusqu'à ce que, 1 an plus tard, le four me donne de nouveau de ses nouvelles. J'étais venue passer une semaine à l'appartement et j'étais seule. D'ordinaire, nous avions des locataires étudiantes, mais en leur présence, il ne se passait jamais rien. Et voilà qu'une nuit, alors que je me dirigeais dans l'obscurité vers les toilettes, j'ai senti comme un courant froid me traverser. Et au même instant, le four s'est illuminé avec un bip éloquent. Au cours de cette semaine, j'ai plus d'une fois senti autour de moi cette présence. J'étais terrorisée.
Parfois, le contact était plus doux, comme lorsque ma mère venait me voir en rêve. Ces rêves-là ne ressemblaient à nul autre. Elle venait me prendre dans ses bras sans un mot, et cette étreinte était si forte, si réelle, qu'au réveil l'empreinte de ses bras restait longtemps avec moi. Une nuit, elle m'avait ainsi rendu visite, puis la suivante, elle avait été trouver ma sœur. La coïncidence était troublante. Et puis ma meilleure amie d'enfance m'a confié, un peu perplexe, que ma mère lui apparaissait aussi en rêve. Elle venait lui donner des conseils. Mais personne parmi mes proches ne croyait à mon histoire de four, même lorsque ma sœur se trouva témoin de ces phénomènes étranges. C'était un soir où nous avions décidé de nous faire une soirée entre sœurs, avec pizza maison et visionnage du dernier film d'Harry Potter. Ma mère adorait comme nous les aventures de l'apprenti sorcier, et je crois sincèrement que ce soir-là, c'est par joie de nous montrer sa présence qu'elle a orchestré une nouvelle sarabande du four, nous forçant à finalement couper l'électricité. Mais ma sœur restait sceptique. Ces épisodes n'étaient pas fréquents. 6 mois passaient généralement entre chaque manifestation, et celle-ci était souvent discrète. Elle coïncidait généralement avec quelques événements extérieurs. Parfois, j'avais cette sensation étrange d'être traversée d'un courant froid. Une nuit où je me suis réveillée avec cette sensation déroutante, j'ai appris le lendemain que le parrain de ma mère était mourant à l'hôpital. Finalement, j'ai voulu une bonne fois pour toutes comprendre si c'était le fruit de mon imagination. Je me préparais à soutenir ma thèse de doctorat, et je savais que si ma mère existait encore dans une autre dimension, elle ne manquerait pas de faire sentir sa présence ce jour-là. Enfin, j'aurais une preuve de ce que j'avançais. Mais au fur et à mesure que se rapprochait la date fatidique, j'étais tellement terrorisée à l'idée que le four se manifeste que j'en perdais le sommeil. Et intérieurement, je la suppliais de me laisser tranquille. Enfin, le jour J est arrivé, j'ai soutenu ma thèse, et le four est resté silencieux. « Tu vois que c'était juste un problème électronique », m'a déclaré mon père d'un air satisfait. Peut-être, ou peut-être pas. 2 semaines plus tard, le jour de l'anniversaire de ma mère, j'ai reçu de notre locataire un message perturbant. Le four n'arrêtait pas de s'allumer tout seul, j'ai été obligée de couper l'électricité. Puis une autre locataire, plus affolée, m'a raconté au téléphone que ce jour-là, non seulement le four, mais aussi la lumière de la cuisine s'était mise à clignoter frénétiquement. La jeune fille, terrorisée, avait pris ses jambes à son cou et refusait de remettre les pieds à l'appartement. Une fois arrivée sur place le lendemain, j'ai rétabli le courant et aussitôt le four a repris sa danse. J'ai dit à mon compagnon, « Si c'est un fantôme, alors il suffit que nous n'y fassions plus attention et ça s'arrêtera. » 5 minutes plus tard, c'était fini. Quand j'ai fait venir l'électricien, il n'a rien trouvé à redire. Tout fonctionnait. Je lui ai demandé s'il était possible que le four et la lampe dysfonctionnent en même temps. Il m'a répondu que techniquement c'était impossible, car ils étaient sur des circuits électriques séparés. J'ai souri. À la fin du week-end, j'ai appelé mon père pour lui en parler. Il continuait de croire que c'était un problème purement électrique, mais nous avons évoqué la possibilité de faire venir quelqu'un pour nettoyer énergétiquement l'appartement. Mes parents avaient fait appel à une collègue de ma mère pour une opération de ce genre dans la maison de mon enfance, où il régnait une atmosphère très lourde. Quand j'ai prononcé le nom de cette personne à voix haute, le four, pour la première fois en 2 jours, s'est de nouveau allumé. Pour moi, tout était clair. Finalement, le jour où je faisais venir une énergéticienne pour régler le problème, on nous livrait un nouveau four sans aucune commande électronique, cadeau de mon père. Ainsi, je ne saurais jamais si ce furent les invocations de cette femme pour faire monter l'âme de ma mère vers la lumière, et le sel qu'elle répandit dans notre appartement qui permirent de le délivrer de cette présence encombrante, ou si ce fut le changement de four qui fit l'affaire. Ce que je peux dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, mes contacts avec ma mère défunte ont pris des formes plus légères et moins angoissantes. Car désormais, je savais qu'au-delà de notre dimension matérielle, existent d'autres dimensions de lumière. Et cette connaissance a bouleversé toute mon existence. Le fantôme de ma mère n'est pas le seul qui ait croisé mon chemin. Une fois où j'étais en séjour de recherche en Allemagne, j'ai loué une chambre dans une colocation d'allure charmante dans le centre-ville de Brême. Seulement voilà, au bout de quelques semaines, j'ai remarqué que je passais de plus en plus de temps à l'intérieur et me sentais drainée de mon énergie. Je n'arrivais plus à m'extraire de cette gangue, et un jour où j'avais enfin réussi à sortir pour me promener, je fus stupéfaite de constater qu'en dehors de l'appartement, je ressentais un regain d'énergie.
Puis j'ai commencé à sentir une présence, comme si je n'étais pas seule la nuit. En parlant avec mes colocataires, ils m'ont raconté des phénomènes troublants qui s'étaient produits. Des radiateurs dont les poignées tournaient toutes seules, remontant automatiquement à 1 quand on les éteignait. Un interphone qui sonnait tout seul au cœur de la nuit sans que personne de l'autre côté de la porte. Et puis il y avait l'étrange histoire des locataires précédents, marqués par des maladies psychiques. L'une d'entre elles ne se lavait plus, touchée par une inquiétante apathie. Lorsque j'ai demandé au ciel ce qui pouvait bien s'être passé dans cet endroit, j'ai eu la réponse le lendemain en me promenant. Il y avait un écriteau sur la façade de l'immeuble, indiquant que c'était une ancienne maison de retraite. De toute évidence, certaines des âmes qui avaient fini ici leur jour n'avaient jamais quitté les lieux. J'ai décidé de déménager au plus vite. Malgré cette expérience négative, j'ai compris que ce qui nous bloque en réalité, c'est la peur que nous ressentons face à l'inexpliqué. Aujourd'hui, je suis toujours sensible à l'atmosphère d'un lieu lorsque je cherche un logement. Pour moi, c'est plus important que bien d'autres facteurs. Si une maison est ancienne, il y a des chances pour qu'elle ait conservé une empreinte énergétique plus chargée qu'une maison neuve. Il n'est pas toujours possible de la purifier si elle est négative. Faire fi de cela peut mener à des situations dramatiques comme celle que j'ai décrite à Brême. Bien sûr, certains n'y sont pas sensibles ou acceptent de vivre dans un lieu hanté en connaissance de cause, comme ma nounou d'enfance qui m'a avoué récemment qu'elle vivait avec un fantôme dans sa cave et peut-être un autre grenier. Quelques mois auparavant, j'avais rêvé que sa maison était hantée et j'avais senti au plus profond de moi que j'avais toujours possédé cette connaissance. Les enfants sentent mieux que quiconque et peuvent souvent voir ce que nos yeux ont cessé de voir. Mais je ne voudrais pas renforcer avec mes récits votre crainte de la mort. Après tout, ces âmes disparues, si l'on parle de nos proches, ne nous veulent pas de mal comme disait ma mère. Au contraire, souvent, c'est parce qu'elles nous aiment qu'elles s'attardent sur cette terre ou nous font signe de l'au-delà. Peut-on parler avec les morts et devons-nous faire fi du voile pour maintenir un contact que la mort a suspendu ? C'est à chacun de répondre à cette question. Beaucoup de gens, par crainte, superstition ou pour des motifs religieux, déclarent que nous ne devons pas enfreindre ce tabou. Je respecte cette opinion. Après tout, le deuil ne peut se faire que par l'acceptation du départ de l'être cher. Vouloir maintenir le lien coûte que coûte peut nous plonger dans une dépendance malsaine aux consultations de médiums et autres tirages de cartes hors de prix. Surtout en entretenant l'illusion que notre proche n'a pas quitté cette terre, on se condamne à perpétuer la souffrance de son départ. Mais faut-il pour autant rejeter en bloc tout contact possible avec l'au-delà ? Je ne le crois pas. Après tout, c'est ma mère qui a voulu maintenir ce contact, et pas moi. Elle continue aujourd'hui encore, près de 12 ans après sa mort, de m'accompagner lorsque je ressens le besoin de sa présence. Cela ne m'a pas empêché de faire mon deuil, et je considère aujourd'hui que son départ a été la plus belle chose qui me soit arrivée. Justement car en quittant cette terre, elle m'a ouvert à l'existence de l'au-delà. C'est elle qui un jour m'a guidée grâce à une belle synchronicité vers une médium, pour que nous puissions nous parler. J'avais besoin de ce contact afin d'avoir la ferme conviction que je n'avais pas imaginé cela. J'étais très sceptique vis-à-vis de cette profession que l'on dénonce souvent comme des charlatans. Mais j'ai découvert que dans bien des cas, cette réputation sulfureuse n'est pas méritée. Il s'agit de personnes sensibles, plus ou moins douées selon les cas, et qui s'efforcent de percer le voile pour mettre en contact ce que la mort a séparé. Ils peuvent faire des erreurs, commettre des inexactitudes, mais cela ne diminue en rien leur mérite. Initialement, j'ai pensé que la médium se contentait de faire des approximations banales. Mais quand elle m'a révélé des détails que nul ne pouvait connaître, j'ai senti qu'elle n'affabulait pas. « Votre mère vous remercie de l'avoir laissé partir », m'a dit la médium. En effet, le jour de sa mort, après une longue agonie qui avait duré une journée entière, j'ai soudain dit à mon père et à ma sœur « On va pas passer la nuit ici, allons-y ». Et à peine avions-nous commencé à rassembler ses affaires que ma mère passait de l'autre côté. Elle avait attendu mon signal. Et voilà que la médium me disait que ma mère me remerciait de l'avoir laissé partir. Enfin, elle a dit « Je vais vous donner un mot qui vous permettra d'identifier que c'est bien votre mère. » Ce mot, c'était « une bague ». Or, je m'apprêtais à me marier, et c'est pourquoi je désirais plus que tout parler à ma mère. Ce jour-là, la médium a consigné sur le papier le dialogue en écriture inspirée que nous avons mené avec ma mère, et elle me l'a envoyé.
Puis j'ai perdu ce papier et je ne l'ai retrouvé que 3 ans plus tard. Quand je l'ai relu, j'ai été sidérée. Car de toute évidence, ma mère savait l'avenir, mais ne pouvait pas me le révéler à ce moment-là. J'avais demandé à ma mère ce qu'elle pensait de mes projets d'avenir. J'avais exprès formulé la question de manière floue pour tester la médium. Je voulais parler de mon mariage, mais elle s'était contentée de me dire que j'avais besoin de changement et que je devais avancer sans crainte, qu'un nouvel avenir allait s'ouvrir devant moi. Je ne comprenais pas de quoi elle voulait parler. Je me préparais à épouser l'homme avec qui j'étais en couple depuis 5 ans. Je ne prévoyais pas non plus de changement de carrière professionnelle. De quoi pouvait-elle bien parler ? J'ai redemandé ce qu'elle pensait de mon mariage à venir. Elle ne m'a pas dit qu'elle me souhaitait de longues années de bonheur. Elle m'a simplement dit que ce jour-là, elle serait à mes côtés. Elle savait que ce mariage durerait 2 ans seulement, et que quand je relirais ce dialogue, je vivrais avec un autre homme, à l'autre bout de l'Europe, en Russie. Alors oui, ma vie avait pris un tournant radical, comme elle l'avait prédit. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de médium pour communiquer avec ma mère. Tout d'abord, j'ai découvert le pouvoir des synchronicités, ces signes envoyés de l'au-delà. Le jour où je me suis mariée pour la première fois, ma mère n'était pas là, mais comme promis, elle m'a envoyé un signe. Après une nuit sans sommeil, au petit matin, j'ai soudain senti sa présence auprès de moi. Et je me suis rappelé d'un détail qui disait tout son amour pour moi. Quand j'étais ado, je lui avais un jour dit que pour mon mariage, j'aimerais un bouquet de ces belles fleurs qui ne poussent qu'en haute montagne, pareil à des soleils. Des années après, en ouvrant un vieux dictionnaire, j'étais tombée sur l'une de ces fleurs séchées, pressée entre 2 feuilles, avec ce mot, pour le mariage de ma fille. Le souvenir m'a fait verser des larmes de joie. Elle était là, près de moi. C'était elle qui avait fait remonter ces images. Puis au pied du lit, j'ai ouvert mon ordinateur, et là, l'image de fond d'écran qui changeait automatiquement chaque jour s'était renouvelée. Devant moi était une photo du Mont Blanc, avec au premier plan un chamois au milieu d'un tapis de fleurs. C'était sa manière à elle de me dire « Je suis là ». Ensuite, j'ai découvert la méditation comme technique de contact avec l'au-delà. Je ne cherche jamais ou presque ce contact. Le plus souvent, c'est ma mère qui vient d'elle-même. Parfois, cela se produit le matin ou la nuit, quand je suis dans un demi-sommeil, l'esprit suffisamment détendu pour percevoir ses messages. À chaque fois, je lui pose des questions qui sont importantes pour moi et elle me conseille. Ces dialogues me rassurent et m'éclairent. J'aimerais terminer ce podcast en vous parlant d'un autre type de contact avec l'au-delà peu connu. Il s'agit de ceux que l'on peut avoir avec l'âme d'un enfant à naître. J'avais entendu dire qu'on pouvait entrer en contact avec l'âme d'un enfant avant sa naissance. Depuis, j'ai vu un documentaire intéressant à ce sujet, et il existe même des livres sur ce phénomène. À l'époque où j'ai eu ce contact, je venais de me marier avec mon premier mari, et je désespérais de le convaincre d'avoir un enfant. C'est alors que j'ai senti que l'âme de mon enfant me proposait d'entrer en contact avec elle. C'était une très belle vision. Elle m'a dit qu'elle serait une fille et s'appellerait Christina, et j'ai été surprise. Ma mère s'appelait Christine, mais je n'aurais jamais pensé appeler ma fille du même nom qu'elle. Et pourquoi Christina avec un A ? Elle m'a dit qu'elle viendrait en octobre 2020. Nous étions en mai 2018 et j'ai songé que je n'avais plus que 2 ans à patienter. Puis le temps a passé et en 2020, ma vie a basculé radicalement. Désormais, ma fille aurait un autre père et grandirait dans un autre pays. Elle n'est pas venue en octobre 2020, ça aurait été trop tôt. Mais lorsque nous avons fait l'échographie en décembre 2022, nous avons calculé qu'elle avait été conçue en octobre, le jour de l'anniversaire de ma mère. Et lorsque nous avons su que nous attendions une petite fille, le prénom de Christina nous a paru une évidence. Car c'est un prénom russe et car mon mari entretient une relation particulière avec ma mère qu'il n'a pourtant jamais connue, dans cette vie du moins. Aujourd'hui, le prénom de Christina colle à merveille à notre petite fille. Comme ma mère, elle a les yeux clairs et une grande énergie et joie de vivre, et beaucoup de nos proches décèlent entre elles une grande ressemblance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et de rester fidèle à mon podcast. Vous écoutiez le podcast Un chemin vers l'âme de Daria Ustinova,
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter ou à vous abonner à ma chaîne pour suivre les nouveaux épisodes.